Mes amis, bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de 7 jours sur Terre. Cette semaine, on attaque une question fondamentale et déterminante pour l'avenir du monde. Avec le début de la guerre en Ukraine, la montée de la Chine et le déclin de l'influence américaine, est-ce possible qu'on assiste en fait au début d'un nouvel ordre mondial? La question en vaut la peine. Depuis des années, des observateurs prédisent la chute de l'Empire américain et la montée de la Chine comme nouvelle puissance hégémonique. Pour certains, c'est presque inévitable, il serait futile d'y résister. Pour d'autres, les choses ne sont pas si simples et la partie entre les grandes puissances est loin d'être terminée. Donc qu'en est-il vraiment? Va-t-on assister à la naissance d'un nouvel ordre mondial dominé par la Chine ou plutôt à un scénario alternatif beaucoup plus favorable à l'Occident? Ensuite, quel avenir pour l'Afrique, pour l'Europe, pour l'Inde et pour la Russie? Ce sont exactement les questions auxquelles nous allons répondre aujourd'hui. Mais d'abord, il faut commencer par le début et exposer en détail qu'est-ce que l'ordre mondial actuel dominé par les États-Unis? Comment il s'est établi? Pourquoi est-il menacé et surtout, par qui? Finalement, nous examinerons ensemble 3 scénarios possibles pour le prochain ordre mondial et expliquerons en détail comment il pourrait se réaliser et quelles seraient les conséquences. Pour bien comprendre, il faut revenir à la naissance de cet ordre global, donc au début de l'été 1944. Le débarquement de Normandie vient tout juste d'avoir lieu et même si Hitler et le Japon n'ont toujours pas capitulé, il devient de plus en plus évident que le conflit tire à sa fin et que ce sont les Alliés qui en sortent vainqueurs. Le problème, c'est qu'après avoir subi des pertes humaines et matérielles absolument catastrophiques durant la guerre, l'Europe est alors complètement dévastée et le niveau d'endettement est astronomique. Les gouvernements sont ruinés, les armées sont presque complètement détruites, les dommages à l'infrastructure sont immenses et la reconstruction s'annonce extrêmement difficile et coûteuse. Le constat est sévère. Il faudra des années pour s'en relever. Et avec l'ombre de l'URSS qui plane sur l'Europe, les Américains sont terrifiés à l'idée que le communisme s'y installe. Ainsi, ils réfléchissent à un plan. Afin de profiter pleinement de l'opportunité qui se présente, les États-Unis choisissent de faire d'une pierre 2 coups, en organisant la reconstruction de l'Europe, tout en se positionnant pour dominer le siècle à venir. Après tout, le continent américain a été épargné par la destruction de la guerre et conséquemment, la puissance économique des États-Unis est toujours largement intacte à l'issue du conflit. Une chance pareille ne se représentera pas 2 fois, il faut absolument la saisir. Et Washington le sait très bien. En juillet 44, tout est enfin prêt et les diplomates américains convoquent 44 nations du monde à se réunir pour une grande conférence dans la petite campagne de Bretton Woods. Pendant plus de 3 semaines, les États-Unis exposent en détail aux délégations présentes de quoi aurait l'air un nouveau système monétaire et financier mondial, entièrement basé sur le dollar américain. Les États-Unis présentent leur vision pour une banque mondiale ainsi qu'un fonds monétaire international afin de stabiliser l'économie mondiale chancelante. Les délégués sont convaincus. Après tout, pour les États présents, c'est un moyen rapide de sortir de la crise et pour Washington, c'est un moyen formidable d'exercer un puissant contrôle sur la finance internationale. Dans les années qui suivent, les États-Unis introduisent le fameux plan Marshall, qui prête des sommes faramineuses aux pays européens en échange d'une garantie que l'argent serve uniquement à acheter des produits américains. C'est un autre coup de circuit qui propulse la croissance industrielle des États-Unis tout en établissant une influence considérable sur les pays d'Europe. Une pierre, 2 coups. L'Europe se trouve ainsi à financer indirectement la montée de la puissance américaine tout en facilitant sa domination sur le système économique. Pour les États-Unis, la priorité devient la compétition face à l'URSS. Et craignant d'être éclipsés par le modèle soviétique, les Américains investissent massivement dans l'éducation. Le budget de recherche et développement explose jusqu'à représenter près de 70% de l'investissement mondial en la matière en 1960. Les universités américaines deviennent des références internationales pour la recherche fondamentale et en conséquence, l'avantage technologique des États-Unis s'agrandit rapidement, notamment dans l'industrie militaire. L'URSS est le seul contrepoids crédible et même s'il atteint presque la parité avec les États-Unis au début des années 60, il entre ensuite dans une période de stagnation puis de déclin rapide à la fin des années 80. Lorsque l'URSS s'effondre en 91, les États-Unis se retrouvent complètement seuls au sommet. C'est alors le début d'un monde unipolaire. La domination globale sous toutes ses formes, qu'elles soient économiques, bancaires, technologiques ou militaires. Les États-Unis ont le pouvoir de réduire à l'insignifiance l'économie de n'importe quel pays par un simple coup de crayon. Dans une telle position,
Les Américains se croient invincibles et façonnent le monde en fonction de leurs intérêts. Ils constituent ensuite tout un réseau d'alliances stratégiques permettant un contrôle indirect sur presque l'entièreté des grands passages maritimes. Malacca, Suez, le Bosphore, les Dardanelles, Gibraltar, Panama. Afin de garantir la liberté de navigation de leurs navires, les pays du monde n'ont donc pas le choix de s'aligner avec Washington. Le pouvoir entraîne le pouvoir. Mais bien sûr, toute bonne chose a une fin. Déjà au tournant des années 2000, des cracks commencent à se former dans tous les piliers de l'ordre mondial américain. Poutine devient président de la Russie et commence à reconstituer la sphère d'influence soviétique. Les États-Unis lancent la guerre contre le terrorisme, ils envahissent l'Irak, mais sont incapables de convaincre même les alliés les plus proches, tels que la France et le Canada, de rejoindre la coalition internationale. C'est un signe immanquable du déclin déjà amorcé de l'influence américaine. Plus les années passent, plus les menaces contre l'ordre mondial unipolaire se multiplient et elles arrivent de toutes les directions. Sur les plans technologiques et scientifiques, plusieurs pays ont rattrapé ou même surpassé les États-Unis. D'abord, l'Europe a retrouvé ses jambes et fait maintenant bonne figure en la matière, mais on pourrait aussi évoquer la Russie ou bien sûr la Chine, qui a largement comblé l'écart avec les technologies américaines, notamment à travers une campagne massive et méthodique d'espionnage industriel. Morceau par morceau, l'arsenal de guerre des États-Unis a été copié, reproduit et parfois même amélioré. Pareil pour les produits commerciaux. Au même moment, la Chine investit des sommes gigantesques dans le développement des métiers de la science, de la technologie, de l'ingénierie ainsi que des mathématiques. Aujourd'hui, la Chine touche les dividendes de son investissement. En matière de recherche et de développement, le ratio des années 60 s'est complètement inversé et la Chine fait tout en son pouvoir pour augmenter la cadence et surpasser le budget américain. Décidément, la suprématie technologique est terminée. Sur le plan militaire, l'armée américaine est toujours la plus puissante du monde, mais son hégémonie est tout autant menacée, puisque des années de consolidation dans l'industrie de la défense ont créé un groupe de super contracteurs dont l'effet direct a été de gonfler les prix des contrats, tout en réduisant la compétition et donc l'innovation. Depuis les années 90, le nombre de contracteurs majeurs du département de la Défense est passé de 51 à 5, offrant un pouvoir énorme aux quelques joueurs restants. Pendant ce temps, l'industrie militaire de la Russie s'est relevée et la Chine, elle, a modernisé la sienne, en plus de construire la plus grande marine du monde, comptant le nombre de navires, afin de projeter sa puissance à travers la région. Autrefois intouchable, il est maintenant possible, à travers une cyberattaque, de frapper le cœur des États-Unis, parfois en toute impunité. Sur les plans économiques comme financiers, les grands piliers de l'ordre mondial américain sont de plus en plus fragiles. À chaque fois que les États-Unis imposent des sanctions financières contre un pays étranger, ils prennent le risque qu'un système alternatif émerge et menace encore plus l'influence américaine. Déjà, la Chine prête aujourd'hui plus d'argent dans les pays en développement que la Banque mondiale elle-même. Et d'ailleurs, à ce propos, la Chine aussi sait faire d'une pierre deux coups, puisqu'exactement comme l'ont fait les États-Unis à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, la Chine utilise aujourd'hui son pouvoir financier de manière stratégique afin de propulser son influence à travers le monde. En Afrique, en Asie, en Europe, la Chine se positionne pour contourner la domination américaine sur les grands passages maritimes en construisant son propre réseau de chemins de fer et de ports en eau profonde. Notamment grâce à la construction d'un chemin de fer entièrement dédié au marché européen. Beijing est devenu en 2021 le partenaire commercial numéro 1 de l'Europe. C'est un développement majeur. À travers leur alliance stratégique et la montée de leurs sphères d'influence respectives, la Chine et la Russie représentent désormais un pôle géopolitique à part entière. On pourrait continuer toute la journée, évoquer le déclin de la démocratie, la polarisation du climat politique ou tout simplement l'appauvrissement de la classe ouvrière. Les raisons qui ont mené à l'effondrement de la domination mondiale des États-Unis sont nombreuses et diversifiées. Lorsque prises individuellement, aucune de ces raisons n'est suffisante pour justifier à elle seule la fin de l'Empire américain. Mais lorsqu'on les cumule et qu'on les additionne ensemble, on comprend facilement ce qui est en train de se produire. Une mort par 1000 blessures. Une longue agonie marquée par un effacement graduel mais constant de l'influence américaine à travers le monde. Pour certains, ce qu'on observe en ce moment est évident et presque inévitable. La Chine prend lentement la place des États-Unis comme superpuissance hégémonique et conséquemment, elle donne naissance à un nouvel ordre mondial qui, cette fois, sera configuré en fonction de ses propres intérêts.
Mais pour d'autres, disons que les choses ne sont pas si simples. Les prédictions de domination chinoise présument systématiquement que les tendances actuelles vont se prolonger, et ce, pour les décennies à venir. Or, ce n'est évidemment pas le cas. Il faut tenir compte des tendances démographiques, économiques, politiques, militaires et même sociales. Exactement comme plusieurs raisons ont mené à la montée puis à la chute de l'Empire américain, plusieurs raisons vont déterminer la composition du prochain ordre mondial. Donc, qu'en est-il exactement? Aujourd'hui, je vous propose d'examiner les 3 scénarios géopolitiques les plus réalistes pour les 50 prochaines années, en utilisant les données connues, ainsi que les grandes tendances qu'on observe déjà à l'heure actuelle. Mais d'abord, revenons ensemble sur les grands cycles qui nous ont amenés jusqu'ici, puisque plus loin on regarde en arrière, plus loin nous voyons en avant. Nous voici donc à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Notamment en raison de la destruction des dernières années, l'Europe en turquoise a perdu beaucoup de sa puissance et se retrouve même derrière l'URSS, en rouge, qui émerge comme une nouvelle puissance tout juste derrière les États-Unis, en bleu, dont l'économie est encore largement intacte après la guerre. Dans les années qui suivent, l'Europe retrouve ses jambes, les États-Unis poursuivent leur lancée et en URSS, le niveau de vie des citoyens augmente rapidement, propulsé par les progrès technologiques, scientifiques et militaires. Au début des années 60, l'URSS et les États-Unis sont presque à parité en termes d'influence. On assiste à la course vers l'espace, à la crise des missiles ainsi qu'à la construction du mur de Berlin. La guerre froide est déjà commencée. Au cours de cette période, on assiste aussi à un mouvement de décolonisation à travers le monde, réduisant considérablement l'influence européenne, notamment en Afrique. En 91, lorsque l'URSS s'effondre, les effets sont profonds. Beijing surpasse Moscou. L'Europe reprend du galon, notamment grâce à la réunification de l'Allemagne et à un long processus de consolidation menant à l'Union européenne que nous connaissons aujourd'hui. Les États-Unis, de leur côté, s'empressent de combler le vide soviétique et se trouvent rapidement à trôner seuls au sommet du monde. C'est le pic de la puissance américaine, mais aussi le début du déclin. À partir du tournant des années 2000, la Chine amorce sa montée et la Russie se remet graduellement de l'éclatement soviétique et rapidement, elle retrouve une puissance comparable à celle de l'Europe. Enfin, vous avez l'Inde et l'Afrique qui tentent encore aujourd'hui de remonter la pente après une industrialisation difficile et tardive. Mes amis, voilà donc le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Un monde en pleine transition qui vraisemblablement présage la naissance imminente d'un nouvel ordre mondial. Maintenant, quelle forme prendra cet ordre? Sera-t-il unipolaire, bipolaire ou multipolaire? Et c'est là qu'on arrive à nos 3 scénarios. D'abord, voici le scénario 1, intitulé « Si la tendance se maintient ». Et comme je l'ai déjà mentionné, il ne suffit pas de prolonger les courbes actuelles pour dresser un portrait réaliste. Dans ce scénario, la puissance de la Chine plafonne autour de 2040 en raison d'une panoplie de problèmes structurels comme le début de la crise démographique, la pénurie d'eau, le ralentissement de la croissance économique, le départ de Xi Jinping, les divisions internes, ainsi que la résistance des autres pays. Après un pic de puissance, la Russie, quant à elle, connaît aussi un déclin rapide avec le départ de Poutine, le début de la crise démographique, la réduction de la demande chinoise pour les ressources naturelles ainsi que la baisse progressive des revenus liés aux hydrocarbures. Dans cette simulation, quelque part autour de 2045, la Russie cesse d'être une grande puissance et est surpassée par l'Inde qui se rapproche de l'Occident afin d'offrir un contrepoids régional à la montée de la Chine. Finalement, grâce à une poussée démographique majeure et au progrès de l'industrialisation, l'Afrique monte en puissance et occupe un pivot dans cette nouvelle course. Selon ce scénario, on s'apprête bientôt à entrer dans une dangereuse période de tension, coïncidant avec le pic de la puissance chinoise et où le statut mondial des États-Unis est sérieusement menacé. Cette période serait suivie d'un retour graduel à une forme d'équilibre, où les États-Unis conservent un avantage fragile dans un monde multipolaire avec la Chine, l'Europe, l'Inde et l'Afrique. Maintenant, voici le deuxième scénario, intitulé « Domination chinoise ». Ici, la Chine est tout de même ralentie par les pressions structurelles évoquées plus tôt, mais une planification robuste lui permet de garder le cap pour surpasser les Américains et finalement s'établir en tant que superpuissance. Quant aux États-Unis, le déclin se poursuit et s'accélère jusqu'à devenir une puissance régionale capable de se défendre, bien sûr, mais largement dépouillée de son influence économique, technologique, scientifique et militaire.
Dans un tel scénario, la montée de la Chine permet d'amortir le déclin de la Russie, mais seulement pour une courte période, puisqu'une fois au sommet du monde, la Chine n'aura plus besoin de Moscou, et que rapidement, les alliés stratégiques de la Russie vont se tourner vers la Chine, lorsqu'ils vont constater qu'un alignement avec Beijing est beaucoup plus payant à long terme. Adversaire régional de la Chine, l'Inde est pénalisée dans cette simulation, puisque contenue par Beijing, alors que l'Afrique, elle, est avantagée, notamment par la stagnation de l'Inde. Ça peut sembler inquiétant, mais même dans un tel scénario, la Chine ne serait jamais aussi dominante que l'étaient autrefois les États-Unis, puisqu'elle devrait toujours composer avec plusieurs contrepoids sérieux à son influence. En joignant les puissances européennes et américaines, on réalise que l'Occident n'aurait pas dit son dernier mot, et même en présumant d'une contre-alliance entre la Chine et la Russie, eh bien, il suffirait que l'Inde converge avec l'Occident pour maintenir l'équilibre de la force. Et maintenant, le troisième et dernier scénario intitulé « Chute des leaders » et que je trouve particulièrement intéressant. Ici, la Russie et la Chine connaissent tous les deux un effondrement majeur de leur influence immédiatement après le départ de leurs leaders respectifs, Vladimir Poutine et Xi Jinping. Grugée par la division interne, la Russie disparaît presque entièrement du radar, alors que la Chine, elle, met des années à se relever pour ensuite connaître une croissance beaucoup plus stable. L'Occident regagne temporairement de l'influence, mais c'est l'Inde qui est le plus avantagée, en comblant le vide régional créé par l'effondrement sino-russe. Une fois de plus, on arrive à un monde multipolaire mené par Washington. Vraisemblablement, l'avenir du monde n'est pas encore déterminé et rien n'est coulé dans le béton, mais on peut déjà tirer quelques leçons de l'exercice qu'on vient de compléter ensemble. D'abord, dans tous les scénarios, la Chine n'atteint jamais le niveau de domination qu'ont connu les Américains. Ensuite, dans tous les cas, l'Afrique se lève et multiplie son influence. Avec quelques 3,5 milliards d'Africains en 2075, il n'y a aucun doute que le continent jouera un rôle déterminant dans la joute mondiale. Finalement, encore dans tous les scénarios, la Russie connaît un déclin de son influence pour finalement être surpassée par l'Inde et par l'Afrique. Bien sûr, les scénarios présentés ne tiennent pas compte d'une tonne de facteurs. Au cours des prochaines décennies, une guerre majeure pourrait éclater. Une nouvelle pandémie pourrait survenir, tout comme un effondrement social, économique ou politique, y compris en Occident. Or, le but n'est pas de faire une prédiction parfaite, mais plutôt de prendre assez de recul pour bien comprendre ce qui est en train de se produire. On assiste actuellement à un grand mouvement des plaques tectoniques qui ramène l'humanité vers un ordre mondial ultimement plus stable et plus équilibré. Ce n'est pas nécessairement bon pour l'Occident, mais il faut faire preuve d'un peu d'humilité. Il n'est pas normal qu'un seul peuple ait le pouvoir de choisir la destinée de tous les autres. En ce sens, le monde unipolaire était une absurdité, une anomalie historique qui n'aurait jamais dû exister de toute manière. Quand on y pense, c'est presque poétique. Partout, toujours, constamment, la nature cherche l'équilibre. Et à terme, elle finit toujours par l'obtenir. Mes amis, bienvenue dans un monde multipolaire. C'était Benjamin Tremblay, 7 jours sur Terre. À la semaine prochaine.